Proposition de corriger pour une des trois compositions que vous pouvez avoir au baccalauréat en terminale S. La Chine depuis 1978, une superpuissance. Donc ce corrigé a été fait en 2017, donc il prend en compte la situation actuelle de la Chine. Les consignes. Il est important de pouvoir analyser le sujet de manière visible, de proposer un plan détaillé et de rédiger une introduction. C'était les consignes qui étaient demandées pour ce devoir, qui était le résultat d'un travail sur table en 1 heure et demie avec l'aide de documents. Je le rappelle parce qu'il n'y aura pas de proposition complètement rédigée de corriger. Alors, le temps 1, celui de l'analyse du sujet, celui par lequel vous devez systématiquement commencer. Alors, ce sujet, la Chine depuis 1978, une superpuissance, se découpe bien en 3 temps, un territoire, la Chine, une temporalité depuis 1978 et le mot-clé, je dirais, là, savoir si oui ou non c'est une superpuissance ou si c'est devenu une superpuissance. Le point d'interrogation a disparu, mais il existe. Alors, en ce qui concerne la Chine, que pouvons-nous mettre sur une feuille de brouillon pour pouvoir commencer à réfléchir à ce sujet? Vous savez que c'est un pays de l'Asie de l'Est, qui est un des pays les plus peuplés du monde, qui est même le plus peuplé du monde, que c'est un État communiste depuis 1949, et même un communisme qui est devenu du maoïsme sous l'égide de Mao, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, il va être élu au Conseil de sécurité de l'ONU avec un siège permanent. Quelques remarques rapides sur la Chine qui vous permettront ensuite de construire votre composition. Alors depuis 1978, c'est une date clé dans l'histoire de la Chine que vous devez maîtriser, elle fait partie de ces dates importantes. C'est l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir qui fait suite à la mort de Mao Zedong en 1976. 2 ans pendant lesquels on va chercher un successeur à Mao et finalement c'est Deng Xiaoping qui va remporter le poste de président de la République communiste chinoise et qui va permettre aussi une grande transformation. Lorsque l'on parle de superpuissance, on parle normalement d'une nation qui a un rayonnement économique, culturel, politique et militaire qui est très important à travers le monde. Donc elle est capable normalement d'influencer des événements à l'échelle mondiale. Donc si on fait la somme de ces trois éléments, on voit que nous avons un lieu, nous avons des acteurs, nous avons une temporalité et nous avons le sens à donner. Alors vous n'êtes pas obligé de présenter votre analyse du sujet de telle sorte. Vous pouvez aussi simplement rédiger les différents items. Mais il est important d'identifier à chaque fois les mots-clés du sujet pour bien être sûr de ce que l'on va écrire ensuite dans votre composition. C'est ce qui va vous aider ensuite à construire un petit peu votre plan. Parce que si vous n'analysez pas le sujet, si vous ne savez pas de quoi vous allez parler, vous pouvez faire comme ont fait de nombreux élèves pendant cette composition, faire un sujet, traiter la composition comme un sujet de géographie, en restant essentiellement sur les territoires et en oubliant tous les aspects chronologiques que concerne un sujet d'histoire, puisqu'il s'agit bien d'une composition d'histoire. Alors, pour l'utilisation de l'analyse du sujet, voilà, ça vous donne bien les pistes qui sont à exploiter, où cela se passe. On est bien en Chine, sur une temporalité de 1978 jusqu'à nos jours. Donc, il est peut-être intéressant de penser le sujet un petit peu sur le plan chronologique. On va voir qu'on va le mélanger finalement avec de la thématique. Et puis, cette notion de superpuissance qu'il faut décliner bien entendu sous toutes les formes du sujet autour de ce que l'on va appeler le soft et le hard power qui sont des notions que vous avez déjà vues dans d'autres parties du cours. Alors comment à partir de l'analyse on va dégager des axes majeurs et puis glisser des idées dans les axes. Ici j'ai repris 2 plans qui étaient des plans qui ont été faits par des élèves, donc un plan plutôt chronologique et puis un deuxième plan plutôt thématique. Pardon. Alors on développera peut-être le premier et puis il y aura une autre proposition ensuite. Alors, les problématiques qui ont été proposées, globalement, c'est plutôt en quoi la Chine a-t-elle construit sa superpuissance depuis 1978. J'ai trouvé aussi superpuissance actuelle, USA, mais qu'en est-il de la Chine? Voilà, ça ce sont des propositions d'élèves, nous verrons vers quoi nous pourrons tendre, si elles conviennent ou si elles peuvent être un petit peu transformées.
Alors voici la première proposition, donc un travail très complet dans lequel on a un premier temps avec une rupture économique, plus orientée vers la puissance, avec une première sous-partie avec l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir qui va décrypter les différents aspects de son arrivée au pouvoir, puis la mise en place de la politique des 4 modernisations, assez développée, enfin l'entrée dans ce que Deng Xiaoping met en place, c'est-à-dire le socialisme de marché, c'est-à-dire le libéralisme économique, mais pas de rupture par rapport à la politique et donc pas de libéralisme en politique. La deuxième partie est orientée autour de l'ouverture au monde de la Chine, avec en même chose une temporalité. La Chine qui devient l'atelier du monde dans un premier temps, ça dès les années 80, grâce à sa main-d'œuvre à très bas coût, puis une Chine qui devient une grande puissance industrielle, donc à partir des années 2000, qui se place rapidement au rang de la deuxième économie mondiale et qui va développer une influence mondiale, notamment par ses exportations, ses importations, ce qui va permettre des aménagements du territoire absolument pharaoniques. Et puis, indiquer également que dans la dernière phase de l'ouverture au monde de la Chine, son expansion aussi bien internationale que régionale, avec l'exemple de la Chine-Afrique, où la Chine investit énormément en Afrique sous deux formes, soit par des investissements directs à l'étranger, soit par des achats de terres. Et puis sa présence régionale qui devient aussi croissante, mais à l'inverse du début où elle n'était qu'un espace qui accueillait les délocalisations des pays développés comme le Japon ou la Corée du Sud, eh bien aujourd'hui elle devient non plus seulement un espace de délocalisation, mais aussi un espace qui promeut, qui organise l'économie de la région et qui dispense une certaine dynamique. La dernière partie de cette composition concernait les limites de la puissance, donc avec une domination régionale relative, puisqu'elle est entourée de puissances démographiques comme l'Inde, de puissances nucléaires, qu'il y a des tensions avec ses voisins et que sa domination régionale passe surtout par le hard power, mais relativement peu par le soft power. Alors les faiblesses à l'échelle planétaire, c'est plutôt ses retards de développement, et puis sa forte dépendance avec des marchés extérieurs, et puis un régime relativement vulnérable en interne, puisque c'est un régime qui reste autoritaire, dans lequel les dissidents sont régulièrement emprisonnés ou exilés. Alors il y a l'exemple de la place Tiananmen qui est un petit peu ancien, puisqu'il date de 1989, mais on a des exemples beaucoup plus récents qui datent de 2015. Contrôle des médias et de l'Internet. Et la Chine ne fait pas rêver, alors c'est peut-être un peu excessif, mais ce n'est pas un territoire attractif comme pourrait l'être le territoire américain. Deuxième proposition, donc là c'était une proposition aussi assez chronologique, donc 76-80, la Chine sans Mao, qui identifiait la fin de l'ère maoïste, le temps de la prise du pouvoir par Deng Xiaoping avec ses 4 modernisations, et puis l'ouverture progressive à une nouvelle économie, c'est-à-dire le socialisme de marché. Là, la limite de cette première partie, c'est qu'il aurait peut-être fallu citer dans l'ouverture ici progressive à une nouvelle économie, le fait que cette nouvelle économie, c'était bien le socialisme de marché. Le grand 2, les crises du socialisme, donc les crises du socialisme vécues comme plutôt une ouverture au capitalisme économique. Donc face à une situation préoccupante, eh bien, il y a des revendications relativement importantes dans cette Chine qui se développe et qui voudrait aller un petit peu plus loin dans le développement économique et que ceci surtout bénéficie à l'ensemble de la population. Et puis un effacement économique temporaire, puisque il y a eu une utilisation de l'arme économique contre la Chine face au grand mouvement de répression qui a eu lieu en 1989, mais malgré tout, les réussites de Deng Xiaoping reprennent assez vite au début des années 90.
Enfin, troisième temps de cette composition, l'émergence d'une puissance mondiale depuis 1992, donc vers une nouvelle voie. Le fait que l'URSS disparaisse, ça va aussi modifier la vision internationale de la Chine, puisqu'il n'y a plus qu'une seule superpuissance, donc du coup elle n'est plus super mais elle est hyperpuissance. Donc ça laisse une place pour une autre superpuissance pour se développer. Les réformes économiques vont continuer avec les successeurs de Deng Xiaoping, mais toujours sans démocratie. Et la Chine se lance dans une modernisation assez rapide de son armée et surtout, elle commence l'aventure spatiale qui doit la placer parmi les plus grandes de la planète. Alors cette puissance économique est marquée aussi par des moments importants. Son intégration à l'OMC en 2001, sa participation au G20 en 1999 et en 2010, elle apparaît comme au deuxième rang de l'économie mondiale. Alors, bien entendu, elle est aussi et surtout une puissance régionale. Elle est devenue, comme on l'a dit tout à l'heure, dominante dans sa région. Elle n'est plus un espace de délocalisation, mais bien un espace qui impulse le développement, même si l'intérieur est demeuré relativement pauvre et rural. Troisième proposition, on peut partir de la rupture de l'année 1978 avec l'arrivée de Deng Xiaoping et la mise en place de ces 4 modernisations, faire un paragraphe sur le socialisme de marché, ce qui permet de développer un petit peu le nouveau système qui est mis en place pour aller vers la puissance, c'est-à-dire un modèle qui va être un modèle plutôt capitaliste. Une deuxième partie sur l'ouverture progressive au monde des années 80 jusqu'aux années 2000. Donc le premier temps avec la Chine qui devient l'atelier du monde parce que c'est un réservoir de main-d'œuvre à bas coût et qu'elle va se mettre à attirer les capitaux, les technologies d'abord dans les zones économiques spéciales, les ZES, qui sont donc des zones littorales. Une des plus connues est celle de Shenzhen. Les capitaux qui vont être attirés dans un premier temps sont plutôt les capitaux régionaux, ceux du Japon, puis ensuite viendront les capitaux américains et puis ceux de l'Europe. Donc dans les années 2000, on peut dire que la Chine devient une puissance économique de premier plan, donc, nous l'avons déjà vu précédemment, notamment sur l'appui de ses produits manufacturés, mais elle commence à développer aussi ses nouvelles technologies et nous avons vu dans la composition précédente qu'il y avait notamment la conquête de l'espace. Enfin, dernière sous-partie dans cette ouverture progressive au monde, l'expansion dans le reste du monde avec le développement de ce qu'on appelle la Chine-Afrique, avec les investissements et les achats de terres. Une troisième partie pour souligner que son rayonnement est malgré tout incomplet à cause des inégalités de développement à l'intérieur du pays, donc un faible PIB par habitant, un IDH relativement faible, le fait qu'il y ait un littoral surtout développé et un intérieur en retard. Ici, on aurait pu aussi ajouter les concurrences régionales avec l'Inde, avec les puissances nucléaires qui lui sont voisines, et puis le déficit de soft power, puisque certes il y a eu des Jeux olympiques organisés en 2008 et une exposition universelle à Shanghai en 2010, mais ce ne sont que des vitrines qui ne révèlent pas la réalité du pays en termes d'attractivité, puisque ce régime demeure autoritaire et répressif, notamment vis-à-vis des intellectuels, avec un contrôle de l'Internet, un contrôle de tous les moyens de communication. Et ce pays n'apparaît donc pas comme un modèle et il n'est pas attractif, en partie sur le plan culturel et bien entendu sur le plan politique. Alors, comme conclusion, pourrait-on dire, il va falloir répondre à la question, la Chine, depuis 1978, une superpuissance, point d'interrogation. Alors elle n'est peut-être pas forcément pour l'instant une superpuissance puisqu'elle demeure encore une puissance émergente, puisqu'elle ne remplit pas l'ensemble des critères de la superpuissance, c'est-à-dire un rayonnement politique, économique, militaire et culturel. Il y a surtout du hard power, beaucoup plus que du soft power. Cependant, il faut être très prudent, c'est pour ça que je précisais au début que la date est importante, les évolutions sont extrêmement rapides sur ce territoire. Il était demandé enfin aux élèves de faire une introduction. Je rappelle les 3 temps, l'accroche, la définition du sujet, la problématique, puis l'annonce du plan, à respecter systématiquement dans une annonce de composition.